Nous accueillons ce soir Dr Cheikh Omar Diallo. Bonsoir, M. Diallo. Bonsoir, M. Alioune Ndiaye. Nous sommes très heureux de vous accueillir sur ce plateau. Mais moi aussi. Hein. Comme je viens de le dire, vous avez publié un traité d'éloquence, comme vous l'appelez, La parole gouverne le monde, secret de la communication, prise de parole. C'est un ouvrage, un bel ouvrage, hein, que ce soit dans la forme comme dans le fond. C'est un ouvrage qui est très bien édité, vraiment, par les éditions EA au livre. Donc vous nous dites que la parole gouverne le monde, c'est bien ça? Absolument. Je vais commencer par vous dire que vous êtes assez impressionnant. Ah bon? Et ce que les orateurs, les téléspectateurs, les auditeurs, s'il y a des auditeurs, ne savent pas, c'est que M. Alioune Ndiaye, avant chaque émission, me semble-t-il, se retire pour prier intensément, fortement, spirituellement. Vous savez, il y a une part de divinité dans l'homme qui prie. Il y a quelque chose d'éternel. Et vous avez été impressionnant. Et j'étais resté tranquille en train de vous regarder. J'ai tendu les bras pour que le Tout-Puissant accepte nos prières. Amen. Et là, lorsque je vois quelqu'un prier en action, je me dis, ce monsieur s'approche encore davantage de la spiritualité la plus intense. On espère bien. Professeur Ibrahima Silla, c'est un honneur pour moi d'être devant vous aujourd'hui, parce qu'en termes de fécondité littéraire, éditoriale, de production universitaire, j'ai rarement vu cela. J'ai sous les yeux pratiquement l'ensemble de vos œuvres. Je suis impressionné par cela. Il en reste d'autres, hein, vous n'avez pas tout. Hein. Heureusement, sinon je serais un chariot. Est-ce que je peux commenter? Bonjour, M. Diallo, ravi aussi de vous rencontrer. Mais il vient de nous faire la démonstration en direct de l'excellent communicateur qu'il est. Oui, mais ça, on s'y attendait. Exercice pratique en direct. Mais c'est clair. Comment avoir le public avec soi, bien sûr. Comment nous avoir avec lui. Il vient de le faire excellemment bien. Bravo. Je vous remercie, je vais préciser quelque chose. Je suis venu ici en pièces détachées. Je suis de petite santé, j'ai un furoncle sur la tête, je suis resté sans voix. Vous savez, le comble d'un professeur, le comble, pas du tout, je suis habitué. Non, il est à l'aise, il est en forme. Le comble d'un professeur, c'est d'avoir de mauvaises notes. Le comble d'un animateur, c'est d'être sans voix. Le comble d'un plombier, c'est de prendre la fuite. Le comble d'un footballeur, c'est de rater le but. Le comble, pour moi, c'eût été une pitoyable dérobade. Même si j'étais sur une chaise roulante, rassurez-vous, je me serais présenté, il est de mon intérêt. Je vous remercie de cette hospitalité. Ça démarre fort, là. Comme je disais, on s'y attend. Moi, je m'y attendais. Il suffit de lire l'ouvrage. Peut-être les téléspectateurs n'ont pas encore lu. Je leur conseille vraiment de se l'approprier parce que c'est un excellent manuel. Mais comme il nous a, comme il a si bien dit, ton texte tu articuleras et tu déclameras. Parce que là, il nous a fait les 10 commandements de l'orateur, entre autres dans la première partie. Donc on s'attendait un peu à ce début fracassant. Et je pense que pendant toute l'émission, ce sera comme ça. Mais c'est tant mieux. C'est ce qu'on appelle dans le jargon de la télé un bon client. Mais outre le fait que vous êtes, on s'y attend peut-être, un excellent orateur, vous êtes un excellent écrivain aussi parce que c'est un ouvrage qui parle de la prise de parole, mais qui est très bien écrit. Je vous remercie et je m'en vais de ce pas répondre à votre question, qui était à la fois dubitative et interrogative. Vous dites que la parole gouverne le monde. Je ne le dis pas. Je ne l'affirme pas. Je le constate. Au commencement était la parole. La parole était Dieu et Dieu était avec la parole. Tout a été fait par la parole. Et rien de ce qui a été fait n'a jamais été fait sans la parole. J'ai cité l'évangile selon Saint Jean, le prologue. Vous voyez, ça c'est pour les chrétiens, pour les amis musulmans. Le prophète Mohammed, paix, bénédiction et salut d'Allah sur lui, a mis 22 ans pour traduire, transcrire et diffuser la parole divine, la parole sacrée, la parole supra-humaine, consignée dans le livre total, le livre global, le livre universel. Alors, ceci étant précisé rapidement,
Il y a d'autres aussi prophètes, comme les prophètes Abraham et Jésus, qui n'étaient pas forcément d'excellents orateurs. Mais quelle puissance, qui était bègue, quelle puissance dans l'expression de leur sagesse, dans leur façon de véhiculer des choses vraies. La parole gouverne le monde. Pourquoi? Mais parce que, chers amis, on ne pense que dans des mots. J'ai cité Kant. La pensée n'est rien si elle ne s'exprime pas. Et il y a trois choses fondamentales que nous partageons ensemble. C'est l'espace, l'environnement qui nous entoure, ici même. C'est la loi, le règlement. Si vous voulez, c'est la Constitution, c'est la loi organique, la loi ordinaire, le décret et tout ce que vous voulez. C'est également la parole. Mes chers amis, il n'existe pas, j'ai jamais vu d'amour sans la parole. Il n'existe pas d'amour sans la parole. Il n'existe pas d'entreprise sans la parole. Il n'existe pas de société sans la parole. Sauf que alors, ceux qui disent, je vais terminer par là, j'ai envie vraiment de bien préciser vous ça. Vous serez obligé de nous laisser la parole aussi de temps en temps. Mais non, je ne vous ai pas prise du tout. En fait, on ne laisse pas la parole, on la prend. L'homme a pris la parole. Pourquoi? Parce que quand on dit que les idées gouvernent le monde, mais aller gouverner le monde avec une mauvaise idée, un projet mal expliqué est un projet mort. Et c'est pour cela que résolument, nous sommes tournés à l'école d'art, oratoire et de leadership vers la formation des leaders, des managers, des top leaders, dans leur technique d'expression, les conduites de avant qu'Ibrahim ne prenne la parole, je vais citer les 10 commandements dont vous parlez. Ton attaque et ta chute, tu mémoriseras. Vous avez attaqué fort, je pense que vous l'avez déjà mémorisé. Ton discours, toujours tu répéteras. En 3 ou 4 points, ton discours tiendra. Des temps de silence, souvent tu marqueras. Il faudra faire des temps de silence, comme ça qu'on puisse prendre la parole. Dans les yeux, tu regarderas le public. Celui qui, à mon avis, est assez polémique, peut-être c'est naturel, tu seras en restant toi-même. Ça, vraiment, j'en doute fort parce qu'avec tout ça, pour rester naturel, c'est très difficile. La bonne posture, toujours, tu adopteras. Ton corps et ton esprit, tu impliqueras. Ton sujet, enfin, tu maîtriseras. Donc ça, c'est ce que vous avez appelé les règles d'or, je pense, du bon orateur. Ibrahim. Pourquoi vous hésitez sur rester naturel et sincère? Vous l'êtes, hein? Vous êtes naturel et sincère, c'est ça votre charisme, c'est ça votre force? Oui, non, mais moi, je n'applique pas ces règles du tout. Hein. Oui, mais pourquoi vous dites que c'est polémique? Non, non, l'orateur qui se présente devant un public, non, je veux dire, qui n'est pas lui-même, on le sait directement. Ah oui. Oui. Ah oui, et donc, ça je confirme. Tout à fait, c'est pour ça qu'il faut rester soi-même. Il faut rester sincère. Mais si vous n'êtes pas dans votre élément, si vous êtes emprunté, vous savez, nos grands-mères sont capables de suivre un film hindou sans être allées dans ce pays, mais elles comprennent pourquoi. L'expression du visage, la communication non verbale. Il y a 3 niveaux de communication. Il y a la communication verbale, les mots, c'est à peu près 20 points. Il y a la communication paraverbale, c'est-à-dire la prosodie. 20 points chez vous. Et oui, bien sûr, oui, je ne parle pas des autres. On va parler tout à l'heure. Je ne parle pas des autres. Évidemment, il y en a même, c'est 7-5. Hein. Oui, ça, c'est leur Alors, enfin, la communication non verbale, la gestuelle. Alors, si vous êtes faux, ça sera dans votre gestuelle. Parce que le geste exprime ce qui ne s'exprime pas. Absolument, je suis parfaitement d'accord. Parfait. Monsieur Diallo, ça fait plaisir de vous recevoir, de discuter avec vous une thématique, je pourrais dire aussi une problématique qui peut se révéler être une problématique. Tout le monde ne s'exprime pas facilement. Beaucoup de gens sont saisis par le stress, tremblent, ont la boule au ventre. La boule au ventre. Transpirent parce qu'ils n'arrivent pas à sortir ce qu'ils ont, les idées qu'ils ont en eux. Ils sont confrontés à des difficultés. Et je pense que vous faites partie des gens qui ont ressenti à un moment qu'il était nécessaire dans nos pays d'aider un certain nombre de personnes à se réapproprier le langage, la rhétorique, la communication, savoir s'exprimer en public, savoir débattre, savoir éventuellement communiquer sur pas mal de sujets. Quel que soit le domaine, quel que soit le registre, dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'enseignement, dans le domaine religieux, quel est le domaine dans notre vie qui échappe à cet art de la parole? L'art de la parole est quelque chose qui est pédagogiquement, philosophiquement, sociologiquement, anthropologiquement
fondamentale. Vous en êtes un artiste que vous maîtrisez bien. Merci. Et donc, tout à l'heure, effectivement, les gens sont séduits parce que par votre manière de communiquer, vous êtes un excellent communicateur. C'est ce que vous enseignez et vous avez compris l'importance de la parole, mais aussi l'importance du silence. C'est ce que vous venez de nous dire. L'importance de la gestuelle, mais aussi l'importance du regard. Donc, du corps. Il y a toute une sociologie du corps. Le corps s'exprime. Quelquefois, on n'a même pas besoin de s'exprimer pour passer un message. Le message est quelquefois ancré dans ce corps. Donc, vous voyez, tout ça est très intéressant et vous le dites avec beaucoup d'emphase et tout ça. Votre titre peut saisir, peut interpeller beaucoup de gens. La parole gouverne le monde. Alors que d'après notre imaginaire populaire, on a l'impression que dans le monde, il y a des gens qui n'ont pas besoin de parler, qui n'ont pas besoin de prendre la parole, qui ont besoin de vivre dans l'ombre, de défendre des intérêts, d'exercer une pression sur les gouvernants pour faire passer leurs idées. Ils n'ont pas besoin de parler. Citez un seul exemple. Oui. Citez-moi un seul exemple. Vous ne pourrez pas, à la fin de cette émission, me donner un seul métier dans lequel la prise de parole n'est pas fondamentale. Non, sauf à vivre en autarcie. Sauf à vivre en autarcie. Je dis qu'aujourd'hui, vous avez dans le monde des lobbies, des gens qu'on ne voit pas, des gens qui n'ont pas besoin de faire de la publicité, des gens n'ont pas besoin de sortir, de communiquer, qui sont dans l'ombre du pouvoir, les coulisses du pouvoir, qui tirent les ficelles, qui exercent une pression, qui exercent un pouvoir à tel point qu'on peut se demander derrière les gouvernants qui sont de façade, est-ce qu'il n'y a pas d'autres gouvernants, des gens de pouvoir qui détiennent fondamentalement le pouvoir. C'est des groupes de pression. Là, c'est l'influence. Des groupes de pression. C'est pour ça que je parle de pression, d'intérêt et d'influence et tout ça. Donc, dans votre tour, on trouve l'importance de l'éloquence. Et vous le dites bien, l'éloquence seule ne suffit pas. Il faut être pertinent. Pour vaincre, il faut convaincre. Il faut être éloquent, il faut être pertinent. Il faut avoir des idées. Il faut avoir une structure argumentative. Il faut avoir la capacité d'argumenter. Et ça, on ne s'invente pas, comment dire, rhéteur ou bon parleur. Il faut distinguer le beau parleur du bon orateur. Du bon orateur. Et tout ça, vous le dites, hein. Moi, j'ai l'impression de répéter parce qu'effectivement, vous dites des choses très intéressantes. Le regard, là aussi, j'aimerais attirer quelque chose et peut-être vous poser la première question. Le regard en fonction des cultures politiques et des sociétés peut revêtir une signification assez paradoxale dans notre société. Les gens ont l'habitude de vous dire que si vous parlez à une grande personne, vous ne pouvez pas la regarder dans les yeux dans les yeux. Dans les cultures occidentales, les gens vont vous dire que si vous baissez les yeux, ça veut dire quoi? C'est que peut-être que vous mentez, vous êtes dans le mensonge. Et donc, comment s'arranger? Est-ce qu'il y a une science universelle par rapport à la communication, à l'art oratoire, ou est-ce que l'art oratoire doit s'adapter en fonction des cultures des sociétés? Cette question est très importante. Elle nous permet de clarifier. Au niveau des orateurs, elle revient souvent. Vous savez, dans l'enfance, on nous dit souvent, vous n'avez pas le droit de regarder les yeux dans les yeux l'autorité religieuse, paternelle, maternelle, scientifique, universitaire. Mais jamais au grand jamais, ils nous ont dit, vous ne devrez pas, lorsque vous prenez la parole devant vos camarades, en réunion, en public, vous ne regardez pas le public dans les yeux. Vous ne le regardez pas dans les yeux, il ne vous écoutera pas. C'est par le regard que l'on se fait écouter. Alors, comment regarder? Et selon notre nature, il y a au moins 3 façons de regarder. Pour les personnes timides qui ne peuvent pas se forcer, on peut regarder par-dessus la tête du professeur Ibrahima Ndiaye. Et si là, on peut regarder le front de Alioune Ndiaye. On peut regarder également les yeux dans les yeux lorsqu'on gagne en confiance. Et parce que le regard prime, il imprime, il déprime quelquefois. Le regard dit beaucoup de choses. C'est le fil conducteur entre vous et le public. Dans la prise de parole, le regard, c'est le pouvoir. Et donc, les parents ne nous ont jamais interdit de ne pas regarder notre vis-à-vis. C'est là la confusion. C'est vrai que culturellement, vous avez fait vos humanités en France, notamment. Culturellement, regarder les autres est important quand on s'exprime en Occident. Les yeux dans les yeux. Sinon, ça donne l'impression d'être cachoté, de ne pas se révéler. Donc, le regard est stratégique. Alors, comment regarder selon le casting et la salle? Vous devez regarder indistinctement dans le sens d'une montre ou contraire, à gauche, au milieu, à droite. En tous les cas, regarder une partie de son public et laisser l'autre, c'est se piéger.
Tout à fait. Il faut savoir regarder. Mais vous dites quelque chose aussi qui me paraît être fondamental. Il faut savoir regarder, mais ici aussi, il faut savoir parler au cœur. Oui. Quand on a demandé à Hillary Clinton pourquoi Obama vous a battu, elle a répondu, il sait parler au cœur. Oui. Vous le dites autrement. Vous le dites que parler est un acte d'amour, quelque part. Tout à fait. Vous ne dites pas seulement c'est un acte d'amour, vous allez plus loin. On a l'impression que c'est un art musculaire. Et qui dit art musculaire, dit quelque part sport de combat. On a l'impression que l'art oratoire, c'est un sport de combat. Vous avez parlé tout à l'heure de la puissance en parlant du prophète. Tout à l'heure, vous parlez, vous avez les poings, vous gesticulez, vous êtes prêt à bondir. On vous sent prêt. Vous êtes dans le sport de combat. Alors, vous êtes d'accord avec moi? Parce que sur votre langue, il y a 17 muscles. Vous voyez? Et la nôtre également. Et l'expression faciale, il y a plus de 75 muscles. L'expression faciale est stratégique, Ibrahima. Quelquefois, on accède à la compréhension par l'émotion. C'était le sens de la parole de Hillary Clinton. C'est vrai, la bouche parle aux oreilles, mais lorsque le cœur parle au cœur, rien n'arrête. Rien ne l'arrête. Et l'émotion, comme passio verace, comme disent nos amis latins, l'émotion est stratégique. Vous connaissez bien Philippe Brault, qui a fait une excellente production sur l'émotion en politique. C'est assez extraordinaire. C'est ça aussi l'empathie, nous sommes au cœur de la prise de parole. Le secret, c'est être en osmose avec son public. C'est envelopper le public pour faire passer le message. Là, je suis tout à fait d'accord et c'est votre avec technique vous. Face à vos étudiants, ça vous honore. Je suis tout à fait d'accord avec vous quand vous parlez de l'émotion. Et souvent, je conseille aux gens, je leur dis, retenez un seul mot quand vous prenez la parole. Il faut arriver à susciter l'émotion. L'émotion, mot-clé. Mais là aussi, à côté de l'émotion, il y a la respiration. Ah, oui. Le bon orateur, c'est quelqu'un qui sait maîtriser sa respiration. Oui. Et on conseille aux orateurs de faire des exercices, se préparer avant de prendre la parole. Oui. On a l'impression, par rapport aux grands orateurs, les tribuns, quand ils prennent la parole, qu'ils improvisent. Et rien n'est improvisé. Mais improviser, c'est les plus grands orateurs sont les plus grands, les plus méticuleux, qui préparent de longue date. Churchill, que vous avez cité à un moment, qui était considéré comme un grand orateur. Et Churchill qui bégayait. Et qui était bégayé. Churchill qui bégayait. Il y a beaucoup de présidents Senghor qui Vous parlez de la journée du bégayement, 1% de la population. Il y a beaucoup de grands orateurs parce que vous dites qu'on n'est pas orateur. Parfois, il y a des gens qui... On le devient, mais parfois c'est inné quand même. Oui, il y a une partie qui est quand même innée. Mais il y a des gens qui n'étaient pas Démosthène, vous l'avez dit, il y a plein de gens qui sont devenus d'excellents orateurs et qui au départ étaient bègues, mais qui se sont soignés, qui ont exercé. On voit avec Senghor qui chantonnait un peu quand il parlait et les gens ne savaient pas parce qu'il était bègue qu'il parlait comme ça. Oui, avec votre permission, je vais compléter ce que vous dites. On est poète, on ne devient pas orateur. J'ai cité un merveilleux auteur latin de la fin du 1er siècle, du nom de Horace, qui a vu passer pas mal d'empereurs, de rois, qui a conseillé le triumvirat entre Pompée, Crassus, Jules César, ensuite Lépide, Octave et Marc-Antoine. Alors lui, il avait gagné la domination de la parole publique par la beauté de sa poésie lyrique et littéraire. Mais il fait comprendre, il explique que lui, c'est sa citation, ça ne vient pas de moi, que justement, ça s'apprend. Mais il y en a qui ont des prédispositions naturelles, je vous rejoins ici. Dans tous les domaines. Idrissa Seck était un merveilleux orateur absolu. Cicéron, vous le citez, au 1er siècle également, qui était dans la domination de la parole publique à Athènes. Cicéron, lui, était complètement avec des handicaps. Vous l'avez cité. Le petit bémol, ce que vous avez oublié de citer, au pluriel, ce sont les communicateurs traditionnels. Et ce sont d'excellents orateurs qui ont ça, c'est vrai qu'ils apprennent, c'est vrai, mais parfois qui ont des dons. Je peux citer quelqu'un qui ne faisait pas peut-être partie de ce qu'on appelle les communicateurs traditionnels, mais qui, je pense, à mon avis, qui était le plus grand orateur du XXe siècle au Sénégal, c'est le grand Serigne de Dakar. Les gens ne voulaient jamais prendre la parole après lui, parce que vous prenez la parole après lui, c'est même plus la peine de parler, parce que quand il parle, plus personne ne veut parler après lui, mais ce genre de personnes, je pense que les jeunes devraient apprendre de lui, essayer de voir ses cassettes, essayer de voir comment il parlait. Vous n'avez pas assez cité les communicateurs. Je réponds de deux manières. La première façon, c'est que autant d'orateurs, autant de styles et de genres. Je ne veux pas me risquer à
à faire une classification et un non, rang. pas une classification, mais j'ai vu que vous n'avez pas cité. Permettez-moi de vous reprendre, permettez-moi d'aller gentiment jusqu'au bout de mes idées, cher ami. Non, mais alors, je voulais juste compléter. Permettez-moi. Je savais que ça allait être difficile de... Vous avez affaire à un spécialiste de la question. Vous n'allez pas couper le fil de cette idée extraordinaire. Mais j'aurai le dernier mot de toute façon. Justement, la démocratie donne la parole à tout le monde, c'est la rhétorique qui vous donnera le dernier mot. Donc je suis en train de préciser que sera éloquent celui qui parlera de façon à prouver, de façon à charmer, de façon à fléchir. Prouver, c'est la part de la nécessité. Il faut prouver ce que vous dites. Charmer, c'est la part de l'agrément, mais il faut être moyen dans le charme. Et fléchir, c'est celle de la victoire. Cette dernière est de toutes les autres la plus importante. Donc, autant de styles, autant d'orateurs. Il y en a qui sont dans la sobriété, d'autres qui sont dans la grandiloquence, alors que la grandiloquence est différente de la grandiloquence. Il y en a qui sont également dans le parler haut, le verbe très très fort. Donc, l'essentiel, c'est toucher le public. C'est en vérité non pas l'émission du message, mais la réception du message. Ça, c'est très important. Pour en venir à ma remarque. Suppose beaucoup de alors, maintenant, pour les communicateurs traditionnels, ce livre est un ensemble d'enseignements de 3000 orateurs que nous avons formés chez nous, qui sont des managers, des top managers, et qui prennent la parole parce qu'elle est performative en entreprise, parce que la parole est importante. Alors, je n'ai pas forcément cité des communicateurs. Ça veut dire que moi, j'ai pris votre livre pour circuler, ça veut dire pour un traité je n'ai pas forcément cité des communicateurs traditionnels, mais j'ai cité Doutasek, qui pour moi, et j'ai donné des preuves, qui a porté très haut le théâtre sénégalais dans le monde entier. Mais toujours en français. Toujours en français. Et en Wolof aussi, j'ai cité Pape Faye, mon collègue, qui est très brillant également. Vous ne pouvez pas me l'enlever, cela. Pape Faye, qui est aujourd'hui incontournable dans toutes ces cérémonies. Donc, on peut me le reprocher de n'avoir pas cité tout cela, mais mon objectif, ce n'était pas cela. Parce qu'on ne parle pas en entreprise comme on parle dans l'espace, dans l'arène. Non, mais là, ce n'est pas la prise de parole en entreprise. Vous ne l'avez pas... Non seulement vous ne l'avez pas mis dans le titre, mais même dans l'ouvrage. Je veux dire, c'est la prise de parole vraiment dans son entièreté. Vous avez vraiment fait un traité, un livre qui est assez exhaustif. Donc, il ne s'agissait pas seulement de la parole en entreprise, mais de la parole, de la prise de parole. Oui. Voilà, et pas seulement sénégalais, un ouvrage complètement africain. Absolument, mais comme c'est écrit par un Sénégalais, j'aurais bien aimé que... Mais je vous l'accorde, hein. Oui, je le prends comme ça. Et on va, je pense que l'avocat... on va rajouter cela, si vous voulez. Je pense que M. Diallo a délimité son périmètre didactique et quelque part, je pourrais dire même pédagogique. Si on était dans une perspective beaucoup plus sociologique, anthropologique, autour du langage, la philosophie du langage, l'anthropologie, tout ça, le langage, l'économie des échanges linguistiques, ce que parlait veut dire Pierre Bourdieu, là, on serait rentré dans un domaine où on allait mettre la communication, parce que, et surtout la communication, je pourrais qualifier de politique. Si on était dans l'espace politique pour montrer comment la parole, et même historiquement, et même anthropologiquement, même dans nos sociétés, comment on peut reconnaître à la parole des vertus qui dépassent même des vertus, on va dire, politiques. On le sait dans nos traditions. Dompter le lion par la parole, faire tomber la pluie par la parole, maîtrise, etc. Il y a tous ces imaginaires relatifs aux vertus, au pouvoir des mots, le pouvoir des mots, qui nous permettent encore une fois de... J'ai pas compris. Non, j'ai dit, je vais en parler tout à l'heure. Il veut revenir sur les communicateurs traditionnels. Hein. Non, pas du tout. Mais même les communicateurs, même les communicateurs traditionnels, il faut se déprendre, ils vont pas à l'école française, ils ne vont pas à l'école républicaine, mais dans la famille, ils reçoivent un enseignement. Absolument, c'est ce que de père en fils, de grand-père à petit-fils, et qui leur apprennent les rudiments du langage, comment prendre la parole. Il y a un certain nombre, il y a des préalables. Absolument. Saluer, regarder, remercier, etc. La narration, l'argumentation, l'appel-raison. Mais vous prêchez un convaincu. Non, c'est pour ça qu'il fallait en parler, mais parce que c'est toute une école. On est d'accord, c'est toute une école, effectivement. Et d'ailleurs, vous permettez avec le terme école, à l'école, on apprend ce qu'il faut dire. Mais jamais comment le dire. Vous savez, les orateurs qui viennent chez nous, des directeurs de société, des ministres, des députés, des avocats, ils disent, mais à l'école, on a été évalué à l'écrit. Nous avons surévalué l'écrit, survalorisé l'écrit.
Dans le monde de l'emploi, on nous demande de convaincre, en général en 5 minutes. Alors, c'est pour cela que cette école d'art oratoire de leadership existe, une école africaine. Parce que manifestement, la parole mène le monde, elle amène le monde, elle gouverne le monde. C'est fondamental. On peut retrouver un intellectuel, quelqu'un qui est bien à l'écrit, qui est capable de vous écrire des traités, de vous écrire des documents à n'en plus finir, mais dès qu'on le met en scène, en public, devant un public, il perd sa parole. Il a le trac, il a le stress. Qui n'a pas le trac? Mais c'est Diallo, j'en suis sûr, à le trac. Moi, chaque fois que je prends la parole, j'ai le trac. On a tout ce trac. Mais on transforme ce trac-là, ce stress-là, on en fait un allié. Exactement. On en fait un allié. C'est l'adrénaline qui nous permet, une fois que la caméra est partie, une fois qu'on est en public, d'être une autre personne parce qu'on s'est préparé. Je suis sûr que cette préparation... Exemple, moi, j'avais un léger trac. Et comment je l'ai géré? Par la technique de la respiration. C'est inné, c'est normal d'avoir le stress et le trac. Tout le monde. C'est parce que c'est la contrepartie de l'effort. C'est parce que je veux bien faire les choses. Celui qui ne craint rien, qui s'attend à rien, n'a pas de stress. Il y a le bon stress. Il y a le mauvais stress, il y a le bon trac, il y a le mauvais trac. Alors ici, j'ai 53 litres d'air pur dans mes poumons. Qu'est-ce que j'ai fait? Je les ai libérés tout doucement et je me suis réapprovisionné afin de croiser l'immense Alioune Ndiaye. Non, vous ne m'aurez pas ce jeu-là. Non, je ne suis pas en train de jouer. Hein. Ce que je voulais... La deuxième remarque, c'est par rapport à... l'essentiel de votre ouvrage, vous avez beaucoup parlé de convaincre, comme vous le dites à la fin, des méthodes pour plaire, séduire, convaincre, dissuader, persuader, rallier à votre cause. Oui. Et alors que moi je me dis que peut-être l'essentiel de la prise de parole n'est pas pour convaincre en fait, parce que dans le monde actuel, je pense en tout temps, l'essentiel de la prise de parole, c'est l'enseignement. Si on voit par exemple la plupart des gens qui parlent, c'est des enseignants, c'est des conférences, c'est toujours beaucoup dans l'éducation. Et lorsqu'on est dans ce domaine-là, on ne cherche pas forcément à plaire, on ne cherche pas forcément à convaincre, on cherche à partager des connaissances. Et là, je pense que cet aspect, vous ne l'avez pas très je ne vois pas encore de deux manières. Alors, le but de l'éloquence, c'est d'instruire les hommes et les femmes et de les enseigner. Là, c'est Fénelon que j'ai cité. Oui, mais... Bien. Vous n'avez pas de 8 mains ici? Ah non, non, mais... Si vous ne voulez pas me laisser terminer, je vous rejoins, vous me dites 8 mains. Vous avez avancé une idée, vous êtes logé dans l'éducation. Je suis dans toutes les sphères de la vie. L'éducation, la religion, la politique, les médias, le sport, la famille. Oui, et vous êtes logé... Attendez, vous n'allez pas me laisser passer ça. Vous êtes logé sur 8 mains. Mais je suis en train de vous donner raison. Si vous ne voulez pas laisser parler votre invité, on s'en sortira pas. L'éducation, vous êtes logé dans votre éducation. Vous dites, attendez, vous êtes logé dans votre éducation. On va vous en sortir un peu, bon Dieu. Alors, je suis en train de vous dire qu'il n'y a pas que convaincre, il n'y a pas qu'enseigner. Parce que la parole, je parle de parole en entreprise. La parole, c'est 3 choses fondamentalement. C'est d'abord plaire, délectarer. On ne prend pas la parole pour se jeter des pierres. Deuxième chose, c'est convaincre. C'est convaincre, dos serré. Troisième chose, c'est peut-être émouvoir, c'est peut-être transmettre quelque chose de fondamental pour que les gens gardent. Lorsque vous prenez la parole, le temps, le coefficient personnel d'assimilation sur un discours de 30 minutes, ben chaque 2-3 minutes, vous avez quelqu'un dans le public qui s'échappe. Il est là physiquement. Combien de leaders, de managers, d'hommes politiques parlent dans une salle vide qu'ils croyaient pleine? Combien de personnes, lorsqu'ils ouvrent la bouche, excusez-moi du terme, ben, ils se font fermer le cerveau social des autres? Mais parce que la parole a plusieurs tribus, a plusieurs fonctions. Rappelez-vous ce que Michel Hastings est en train de dire de la vitupération, l'art de le plaidoyer, l'art de dire vrai. Donc vous êtes logé dans l'éducation, restez-y. Mais nous, on va sortir sur tous les domaines de la prise de parole. Alors, ce n'est pas seulement enseigner, sinon, bon Dieu, quelle prétention. La parole, c'est transmettre quelque chose. Vous êtes en train de citer quelqu'un, vous avez pris un élément, ben on vous a retourné votre réponse. Ce n'est pas seulement enseigner, c'est communiquer. C'est communiquer, c'est transmettre des émotions. Non, c'est vous qui répondez maintenant. Alors j'ai pris votre place sans le savoir. Je vous la restitue. Voilà, ce que je dis, et je le répète, c'est que cet ouvrage n'est pas un ouvrage de communication en entreprise. Ce n'est pas non plus un ouvrage de communication politique. Non, c'est un ouvrage de communication, voilà, de communication en général. Bien. Donc, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit, quand on communique en général, à mon avis, la plupart du temps, lorsqu'on prend la parole, dans ce monde-là, c'est pour enseigner, c'est pour transmettre des connaissances, la plupart du temps. Ou bien transmettre des informations.
la plupart du temps. Donc c'est des connaissances et parfois des informations. Et dans ce cas-là, les gens n'ont pas forcément besoin de plaire, n'ont pas forcément besoin de connaître. C'est juste ça que je dis. Je veux préciser, vous prenez le même discours, un discours mal présenté, non, sans émotion. Enlever le 10, c'est-à-dire un cours. Là, attendez, un discours, on prend un cours. On parle même un cours. Enlever 10, retenez cours. Exactement. Ça reviendra à la même chose. On prend un cours. Mais vous avez le même discours. Lorsqu'il est un mauvais discours, mal présenté, par rapport à un bon discours bien présenté, le choix est vite fait. Je veux dire quoi par là? Ça veut dire qu'on retiendra, on pardonnera à quelqu'un de s'être trompé, d'avoir coché les mots, mais de parler sans conviction. L'éloquence, il n'y a pas d'éloquence sans conviction. Il faut savoir tenir son public en éveil. Non sine opinione facundia. Donc si vous parlez parce que vous voulez transmettre comme ça, et sans mettre ce qu'il faut, ben vous, on ne vous retiendra pas du tout. Non, on va vous oublier. Non, moi je ne parle pas par rapport au bien parler. Je parle par rapport au fait de plaire, par rapport au fait de convaincre. Lorsqu'on est en train de donner un cours magistral, les gens qui sont là sont déjà convaincus parce qu'ils sont là pour prendre des cours, ils sont là, ils savent que vous êtes le professeur. Bon, ils ne remettent pas. Plus de parole en public. Hein. Oui, non, mais dans l'espace des étudiants. Non, mais je vous dis, non, mais c'est une prise de parole en public. Je veux dire, ça vous ne pourrez pas le nier. Je dis que la plupart des gens qui prennent la parole dans ce monde, c'est d'abord pour donner des connaissances, ensuite pour donner des informations. C'est la plupart de... Oui. C'est pour aller à leur cause. Il faut savoir tenir son public en haleine, savoir éveiller son public. Non, mais c'est juste des petits Sinon, détails, le public qui vous écoute dort. Quel que soit le domaine, du gamou à l'université, quel que soit le registre, celui qui est capable de déclamer, de s'exprimer d'une certaine manière, avec la gestuelle, avec le regard, avec l'emphase, avec le rythme, la cadence, la musicalité du ton, la personne reste. Vous pouvez avoir un excellent scientifique qui fait dormir son public parce qu'il lit, donc en art oratoire. On dit effectivement il faut avoir le support, mais il faut éviter de lire. Il faut savoir accrocher l'autre par le regard, etc. Le charisme, tout ça est important. Et on le sait. À l'université, ce sont les professeurs. Lui, il est dans la sobriété. Il y a une tradition à l'université. C'est les professeurs qui savent retenir les étudiants en amphi. C'est les professeurs qui s'expriment bien, mais les étudiants, ils sont populaires, ils font amphi plein. Il y a d'autres... Non, c'est vrai, à l'université, on le sent. Et ça, c'est je dis pas ça. Moi, je parle pas et de ça. si on ramène sur le plan politique, les grands turbans, qu'est-ce qui pousse un individu, un citoyen, à suivre un homme politique? En France, Mélenchon, qui n'a pas plus de diplômes que les autres, mais qui a un charisme, qui tient un discours, qui est capable de convaincre, parce que aussi l'ambition pour vaincre, il faut savoir convaincre. Convaincre l'autre que vous avez, avoir un argumentaire. La structure argumentaire, il y a une manière d'avancer les idées. On ne commence pas par une conclusion. Il y a un rythme dans le propos et tout cela renvoie à l'art oratoire. Il y a une différence aussi entre beau parleur et bon orateur. Quelle est la différence? Le bon orateur, sa parole a un impact immédiat et un effet direct sur la cible. Le beau parleur, c'est quelqu'un qui a corrompu la parole dès le départ. Les mots piégés, vous vous rappelez de Philippe Blanchet? Les mots piégés, surtout en politique, c'est quelqu'un qui corrompt la parole. Quelqu'un qui, lorsqu'il parle, il est dans son propre objectif, il vise son propre intérêt. Il est au service de sa parole, alors que le bon orateur est au service de la parole pour l'action. Pour citer le prophète sallam, puisqu'on est en période de Gamou, il disait qu'il y a de la magie dans l'éloquence. Parce que c'est ça, il y a de la magie dans l'éloquence. Et les gens, ils en usent, parfois ils en abusent. Et ça n'en fait pas forcément de... Et ils font ça devient des beaux parleurs. Voilà, exactement. Et on se méfie du beau parleur, comme dit Cicéron, parce que l'objectif, c'est de convaincre, de rallier les causes. On parle d'art oratoire, mais c'est devenu une science oratoire. Absolument. Une science pour dire que ça obéit à toute une cohérence, il y a toute une rationalité, à toute une manière de faire avec des techniques, des méthodes qu'on utilise. La gestuelle, il y a des gestes qui vous trahissent. Vous avez beau vouloir dire au peuple, je vous aime, par la gestuelle que vous allez utiliser, le peuple dit, mais lui, il ne nous aime pas du tout. Je vais vous dire au peuple, je vous aime, en le pointant du doigt. Alors qu'il faut faire des gestes ronds. Il faut qu'on se réunisse. Tout à fait. Des gestes doux, ou par exemple, parler au cœur. Ou par exemple, le refrain gestuel de Alioune, que je ne vais pas rater encore, qui doit être alternatif. Alors, croiser les bras devant un invité, ça ne se fait pas.
Non, ça Sauf- dépend, hein. C'est un signe de fermeture. Non, je savais qu'il allait le dire, mais j'avais la réponse de toute façon. Je savais qu'il allait le dire. on laisse Parce que comprendre quand même, non? je suis face à un procès. Non, mais parce qu'il y a plusieurs écoles. Oui. Le croiser les bras peut être un signe d'écoute. Oui, sauf ce que vous avez fait très bien, il a ressorti Oh. ses 4 doigts. Bah ouais. C'est la Mais je le ainsi de fais fiabilité. toujours. Vous Ça veut savez, dire ça que- c'est la belle posture Voilà, de ça- Abdou Diouf. ça veut dire que Mais c'est- s'il avait enfoncé je ces le doigts fais là, jamais. là il est, Je le tout ce fais que jamais. j'allais dire, ça n'allait pas passer. Je vais dire, mais Exactement. Alioune est là pour me démonter. Bah Quoi. oui. Parce que il y a plusieurs écoles, ça, parfois on me le dit. Pour terminer, après je vais vous laisser le dernier mot. Parce que lui, il veut avoir toujours le dernier mot. Bon, Mais je vais me faire un plaisir aujourd'hui, je vais le laisser. Mais le dernier... la dernière remarque, c'est par rapport à ça, je sais que vous l'attendiez, c'est par rapport au fait que vous nous dites que oui, l'art oratoire est né en Grèce. Je ne sais pas, la Grèce, Athènes, moins 500 avant Jésus-Christ, Oui. alors que vraiment Non, la l'Égypte rhétorique- ancienne, moins 2500 avant Jésus-Christ. Non, j'ai dit la rhétorique. Non, mais parce que j'ai retrouvé. J'ai hein. dit la rhétorique. Non, parce que ça, j'ai retrouvé la thèse de doctorat de Laurent Coulon. Il faudrait voir avec Laurent Coulon. Il a fait une thèse qui s'appelle « Le discours en Égypte ancienne, éloquence et rhétorique à travers les textes de l'Ancien au Nouvel Empire ». Oui. Il a beaucoup cité Méricaré. C'était un pharaon, Méricaré, c'était le roi de l'éloquence. Oui. Lui, il disait « Sois expert en discours et tu seras victorieux ». C'est l'épée d'un roi que sa langue. Oui. Et donc, je veux dire que vous saviez bien, peut-être que vous êtes un... Attention, j'ai parlé au conditionnel et ensuite serait né en Grèce Ouais. et en même temps que la naissance de la démocratie. C'est-à-dire la prise de parole. Là, c'est Là, vous attaquez sur la démocratie. c'est clair. Là, non, je voulais pas, parce que c'est pas le domaine d'aujourd'hui. mais D'accord, ça- on va se recentrer. Ouais, voilà, Donc, parce que Alioune, si vous dites démocratie, là, C'est un long débat. Si vous voulez, Voilà. ça sera vraiment un débat d'école, Ouais. mais dans sa forme la plus structurée, c'est naturellement chez les Grecs et chez les Romains. Ah non. L'Antiquité gréco-romaine, dans sa forme la plus structurée. C'était très structuré en Égypte ancienne. tout Et ça à a fait. duré 2000 ans. Non, mais je donne des exemples sur les productions, l'institution oratoire de Cantilien, de Caton l'Ancien. Et ces gens-là, ils ont circonscrit les façons de prendre la parole. Oui, non, 2500 ans c'est que après, c'est toujours je établi. ne voulais pas tout vous sortir, mais je veux dire que les écrits de Méricaré, Oui. c'est très structuré. Je Il y a vais pas en que tenir lui. compte. Ah oui, il faut... C'est une question d'école. Ah non, mais attends, 2000 ans avant quand même, c'est pas 2 jours. Donc on peut pas... Mais ceux qui ont été cités, c'est vous êtes- 2500 ans avant Oui, aussi oui, à Lyon. mais non. Mais je vais en prendre compte, franchement. Non, 2500, c'est un aspect oui. troué de ma culture. Non, Je vais c'est en pas prendre trop du compte. tout. C'est-à-dire que vous, je pense, c'est à dessein. Il y a des gens qui sont de l'école grecque. Et vous, on le sent lorsque vous écrivez. Tout à fait. Vous parlez latin, voilà. Donc, c'est... C'est exact. Ben, voilà. Voilà, il a gagné, il a marqué son point là. Mais en tout cas, on n'a pas été déçus. Hein. On savait que vraiment, on aurait vraiment un excellent invité Non, c'est avec excellent. un livre, comme vous le Qui a dites un été peu. édité au Sénégal, Oui, fait exactement, maison, exactement. et mise en page par mon jeune frère, l'imprimerie En du tout centre. cas, c'est très bien fait. C'était un C'est livre très bien imprimé sénégalais. et Merci beaucoup. très bien écrit surtout. Vous l'avez dit, c'est un paradoxe. Vous parlez d'oralité et vous écrivez, mais vous écrivez bien. Parce que écrire, c'est une autre façon de prendre la parole. J'ai cité Balafaseke, griot depuis le grand-père au grand-père de son grand-père. Écrire est fondamentalement une façon de s'exprimer Absolument. et de parler. Absolument. Je vous remercie. En tout cas, nous avons été très heureux de vous avoir sur ce plateau. Vraiment, nous le conseillons à tout le monde. J'ai déjà notre réalisatrice qui veut prendre mon livre, mais je pense que vous allez lui en offrir un autre et de lui dédicacer. Arabe. Donc, c'est La parole gouverne le monde, traité d'éloquence, secret de la communication, prise de parole. C'est édité, comme vous l'avez dit, publié aux éditions EAO, École d'art oratoire, livre. Vraiment, monsieur... Je reviens Dr. l'année Cheikh prochaine Omar sur le Diallo. leadership. Nous avons été très heureux de vous avoir sur ce plateau. Merci beaucoup, Nous c'était souhaitons un une bonne plaisir. bonne continuation. Merci de m'avoir donné ce temps inouï, c'est un cadeau. Et je vais aller me reposer, je suis de petite santé. On ne dirait pas. Mais Merci, je vous ça fait un attendrai pour la plaisir. dédicace des livres que vous avez faits. Ça sera un immense plaisir. Pour ça, j'ai du respect pour vous. J'ai une haute estime pour vous également. Merci. Merci, Bonsoir Diallo. chez vous. Merci beaucoup. Bon dimanche. Merci. Merci.